Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va essayer aujourd'hui de débriefer ce match extraordinaire que nous a livré l'équipe de France face aux Anglais ce dimanche. Et donc on va tout de suite démarrer par revenir un peu sur les faits marquants de ce match. Alors, on a d'abord eu le droit à une grosse entame de match des Français qui ont vraiment mis de l'intensité, qui ont vraiment pas eu peur du défi physique qu'allait imposer l'équipe d'Angleterre. T'as eu des sorties de camp très propres avec Boutier ou Ntamak. Et cette bonne période t'a amené à un essai absolument magnifiquement construit. Avec tout d'abord Dupont qui fixe et pour lancer Teddy Thomas qui prend l'intervalle, qui a l'intelligence de ne pas faire la passe de trop et de garder la balle. Puis au 5 mètres anglais, on est intelligent, on cherche pas à se précipiter. Et on trouve finalement le décalage avec une combinaison entre Ntamak et Ratez. Et Ben Youngs et Sinclair sur l'action ils sont complètement figés, ils se font avoir complètement. Donc c'est vraiment un essai bien construit, très bel essai qui lance tout de suite l'équipe de France dans ce match. Alors on a ensuite eu une répétition d'assauts anglais devant notre ligne. Mais là on n'a vraiment pas cédé et on a vu qu'on avait une troisième ligne absolument extraordinaire. Au plaquage ils étaient partout. On avait vu vraiment une nouvelle défense qui était organisée et ça faisait vraiment plaisir à voir. Les Anglais ils ont pilonné notre ligne sans réussir à marquer. Ensuite on a réussi à retourner jouer dans leur camp avec une super action qui nous a amené devant les 5 mètres anglais. Et là on récupère une pénalité que va transformer Romain Ntamak. Donc voilà, en premier quart d'heure déjà 10-0 pour l'équipe de France. Je vais dire qu'on démarre très bien la rencontre. Ensuite les Anglais essaient de revenir jouer dans notre camp mais ils arrivent toujours pas à passer. Et sur un coup de pied de Dupont, un jeu au pied haut un petit peu contré par Itoje, t'as un petit coup de chance avec le ballon qui rebondit sur Olivon et qui part pour Ratez et qui va ensuite fixer et donner à Olivon pour qu'il marque l'essai. Alors c'est vrai que l'action elle peut faire un petit peu polémique parce que c'est vrai que c'est pas vraiment évident. On sait pas vraiment s'il y a un en avant ou quoi de Charles Olivon. Peut-être que ça rebondit sur la tête. Et même au ralenti, on n'arrive pas vraiment à voir. Donc voilà, dans le doute, vu qu'il n'y avait pas de raison évidente d'invalider cet essai, Nigel Owens a validé cet essai. Et de toute façon, j'ai envie de dire, l'arbitre avait peut-être fait un peu le signe. Je crois qu'il fait le signe de l'en avant juste avant que Ratez s'empare du ballon. Mais de toute façon, on l'a appris en école de rugby. Tant que l'arbitre ne siffle pas, ça joue. Donc là, l'arbitre, il a pas sifflé, donc ça continue à jouer. Le reste de la première mi-temps est complètement maîtrisé par les Français. Tout simplement, les Anglais, ils n'arrivent pas du tout à mettre en place leur jeu. On a des Ford et Farrell qui sont complètement perdus, qui font des en-avant vraiment inhabituels. Je me souviens, un en-avant au milieu de terrain là, de Young qui fait déjà une mauvaise passe à Ford, qui fait une mauvaise passe à Farrell, qui fait un en-avant. Là, tu vois vraiment que les Anglais, ils étaient quand même fébriles sur cette entame de rencontre. Ça faisait vraiment plaisir à voir, de voir des Anglais qui doutent. Seul petit bémol, c'est les lancers en touche qui sont trop imprécis pour l'instant en équipe de France. En deuxième mi-temps, tu reviens avec les mêmes intentions et tu vas tout de suite marquer à la 55e un super essai, un décalage de Dupont absolument incroyable. Je pense que ça a été répété à l'entraînement parce que tu vois que c'était déjà préparé. Olivon, il attendait déjà le départ de Dupont, il était juste à côté pour récupérer la balle. Et là, essai d'Olivon magnifique. Et juste après, bagarre, ça prouvait bien que les Anglais, ils étaient complètement déstabilisés et tout simplement, ils étaient vexés et frustrés. Donc, ils ont tout simplement cherché à nous déstabiliser en provoquant une bagarre. Bon, qui s'est vite arrêtée avec l'arbitre Nigel Owens qui a mis fin à cette altercation. Bon, voilà, on a senti des Anglais vraiment piqués dans leur orgueil. Et ça faisait vraiment plaisir à voir. Bon, ensuite, la deuxième mi-temps était beaucoup plus compliquée. Le banc n'a pas vraiment fait de différence, je trouve. On a été de moins en moins bon en mêlée. Et forcément, les Anglais ont commencé un petit peu à se réveiller. Et Johnny May nous a fait 2 actions de classe internationale où Ratez a des coulisses mal à chaque fois sur les 2 actions. Et il y a un mauvais placement de la défense, selon moi. Et on profite pour marquer 2 essais absolument magnifiques. Johnny May, il nous a déjà mis un triplé l'an dernier. Là, il nous remet 2 essais. Il commence un peu à nous embêter. Donc voilà, l'Angleterre revient à 24 à 14 à la 65e. Donc voilà, on se dit, ah non, l'équipe de France, ils vont pas nous refaire le coup du Pays de Galles l'an dernier. Et néanmoins, on a quand même pu compter sur une super défense solide qui a jamais cédé. Et moi, il y a une image qui m'a marqué, c'est autour de la 70e, 75e. Il y a une mêlée à 5 pour les Anglais. Le 9,
remplaçant anglais prend la balle et là Dupont il vient lui mettre une cartouche monumentale. Et ça, je pense que mentalement, c'est un vrai signe qui est envoyé par Dupont aux Anglais et ça faisait vraiment super plaisir à voir. Et ensuite, en fin de match, les Anglais, ils n'arrivent pas à marquer. Puis à la dernière minute, ils obtiennent une pénalité. Et c'est là l'aveu de faiblesse ultime des Anglais. C'est que forcément, ils tapent la pénalité pour prendre le bonus défensif. Et ça fait plaisir. Ça montre que les Anglais, ils n'ont vraiment pas réussi à transpercer notre rideau défensif. Allez, maintenant, on va passer à mes tops et à mes flops de la rencontre. Alors, au niveau des tops, on va retrouver beaucoup de Français, et plus particulièrement la troisième ligne et aussi Grégory Aldrit. Alors moi, je dois vraiment faire mon mea culpa sur Grégory Aldrit, je l'avais même pas mis titulaire dans ma compo, parce que je trouvais que physiquement, il était un peu trop limité, et que je pense que niveau potentiel, il y avait meilleur côté français. Alors certes, faut pas s'enflammer et dire que c'est le meilleur 8 au monde, mais je trouve qu'il a vraiment montré qu'il avait sa place dans ce groupe, et que pour l'instant c'est lui le titulaire et qui va pas bouger tout simplement. On retrouve une troisième ligne, un Kroos qui a une défense incroyable, vraiment. Kroos, il a vraiment fait tout le travail de l'ombre, ça se voit peut-être pas comme ça quand on est en direct, mais j'ai revu le match et le travail de Kroos, franchement c'est admirable, c'est à montrer dans toutes les écoles. Certes, c'est pas le joueur le plus talentueux, ballon en moins, tout ça, mais il est intelligent, tout ce qu'il fait c'est millimétré, et il prend pas trop de risques, il fait ce qu'il sait faire. En touche, il saute plutôt bien, même s'il y a eu pas mal de ballons perdus, on va revenir après sur la touche. Voilà, Kroos, un leader, un mec qui donne l'exemple, incroyable. On va pouvoir mettre aussi dans cette catégorie un Leroux. Leroux est à 23 sur 24 au plaquage, c'est monstrueux. Alors on parlait de Kroos qui lui aussi a été monstrueux au plaquage, 15 sur 15, alors qu'il est sorti à la 55e. Mais Leroux c'est incroyable aussi, il a mis des cartouches incroyables aussi, donc Leroux hyper intéressant. Charles Olivon, un capitaine exemplaire dans mes tops aussi, qui marque 2 essais pour sa première en tant que capitaine et sa première titularisation dans un match destination. Franchement, il pouvait pas rêver mieux comme entame. La troisième ligne, vraiment un super top pour l'équipe de France, et là ce qui faisait plaisir c'est que tu voyais que c'était organisé. La défense, Sean Edwards, tout était préparé, il n'y avait pas comme avant un loré sur les ailes, des conneries comme ça, là tout était préparé, et on a vraiment bien vu ça avec les placements des troisième lignes qui étaient systématiquement là pour faire les bons plaquages, pour créer les décalages parfois sur les attaques. Donc la troisième ligne vraiment disciplinée au plaquage, valeureuse, donc rien à dire, et je pense qu'on va pas trop y toucher sur le reste du tournoi. Donc en top, comme j'ai dit, je mets aussi Leroux qui est exemplaire depuis la Coupe du Monde, hein. C'est vraiment un des leaders de ce nouveau groupe de l'équipe de France, qui est partout, un joueur exemplaire aussi, qui est très bon. Donc voilà, Leroux, vraiment maintenant on sait que c'est un deuxième ligne, il va y rester, et c'est très intéressant. J'ai bien aimé aussi la première de Hawass, il y avait beaucoup de pression sur lui, mais bon, il a bien tenu en mêlée. Quand on voit après ce qui s'est passé avec les entrants, on se dit qu'il a plutôt pas mal tenu. Donc c'était pas mal. Abba, il a fait son match, sérieux. Marchand, bon, il est lancé en touche, c'est un peu à revoir, mais bon, je pense que c'est pas que de sa faute. Mais sinon, dans le jeu, il a plutôt été bon aussi, donc ça va. Je trouve qu'on a une première ligne assez solide. Dans les tops, dans les arrières, je mettrais Ficou aussi, qui a vraiment montré qu'il était le capitaine de la défense. Franchement, sur le terrain, j'avais l'impression de voir un 4ème, 3ème ligne. Il a mis des cartouches incroyables. Il fait un 18 sur 19 au plaquage, hein, c'est monstrueux. Et tu sentais que c'était lui qui vraiment donnait les commandements. À un moment donné, sur un essai, c'est lui qui prend tout le groupe et qui va parler. Donc c'est un leader à 25 ans, il est expérimenté. C'est le joueur qui a le plus de sélection dans ce groupe. Il doit prendre ses responsabilités, et il l'a très bien fait sur ce match. Donc Ficou, rien à dire. Même si en attaque, il a un peu été sevré de ballon. Mais bon, dans tout le reste du jeu, il a été incroyable. Et bien sûr aussi dans les tops, je mets bien sûr la charnière, et plus particulièrement Dupont. Ntamak, je l'ai trouvé très bon, même si on pourra critiquer certains jeux au pied, mais bon, qui n'était pas non plus nul, hein. C'est juste qu'on se dit qu'il aurait peut-être pu un peu mieux faire, mais c'était pas nul. Et on voit quand même que les sorties de camp, même si elles sont pas extraordinaires parfois, au moins elles sont cohérentes. Et ça, vraiment, entre Boutier et Ntamak, le jeu au pied, il était cohérent, donc ça fait plaisir. Et ça, c'est juste du travail, hein. C'est juste de l'organisation et de la discipline, et ça fait plaisir de voir ça en équipe de France. Et Dupont, quel génie, quoi. Quel génie, le mec, je sais pas, il voit les choses avant les autres. Le décalage sur Thomas, il est parfait sur l'action qui amène le premier essai.
L'essai d'Olivon après, c'est lui qui fait tout en traversant complètement la défense avec sa vitesse. Franchement, c'est un mec qui a une vision de jeu extraordinaire. Et en fin de match, en plus, il met un plaquage énorme sur le demi de mêlée anglais. Sur tous les sorties en mêlée, il allait systématiquement harceler le demi de mêlée Ben Youngs. À mon avis, c'était un cauchemar pour lui d'avoir Dupont en face. Voilà, Dupont, il avait beaucoup d'attentes, beaucoup de responsabilités, et il a vraiment montré que c'était un joueur hors du commun, hors norme. Et pour moi, ça va vraiment devenir presque le meilleur neuf au monde dans les années à venir. Et bon, Ntamak aussi, on peut louer son jeu au pied, un 4 sur 4. C'est un joueur qui bute pas en club parce que c'est Thomas Ramos qui bute au Stade Toulousain. Mais bon, dans sa manière de rentrer dans le ballon, tout ça, c'est très intéressant. Dans le jeu, il a peut-être pas pu trop s'exprimer parce que il y avait quand même des clients en face. Il était aussi visé, donc on a vu sur quelques coups de pied, il prend des cartouches. Donc voilà, Ntamak cohérent. Il apporte de la sérénité, donc lui j'aime bien aussi et je le mets dans mes tops. Et bon côté anglais, c'est dur de trouver des tops, mais bien sûr on va mettre Johnny May qui sur 2 éclairs de génie nous plante 2 essais magnifiques. Johnny May il nous fait très mal. Je sais pas combien d'essais il en est contre la France parce qu'il en a déjà mis 3 l'an dernier et là il en remet 2. C'est vraiment une autre bête noire, donc Johnny May un ailier de grande classe, de classe internationale qui est intelligent. Donc voilà, Johnny May c'est le top pour moi côté anglais. On va maintenant passer au flop et là on va tout de suite parler de ce qui faisait normalement l'organisation, le jeu et la beauté du jeu anglais. C'est le 5-12e 5-8e plutôt, Ford Farrell qui vraiment, à l'image de la finale de la Coupe du Monde, je trouve qu'il y en a un trop finalement dans ces deux-là. Et je trouve que c'est une arme vraiment destructrice contre des équipes pas bien organisées. Mais alors quand t'as une équipe cohérente en face, les deux, je trouve qu'au final ça sert pas à grand chose. Et que tout simplement, Ford, je l'ai pas vu du match. Alors, si peut-être en deuxième mi-temps, ses coups de pied ils nous mettaient un peu plus en danger, mais en première mi-temps, Ford, on l'a pas vu. Farrell, il a aussi fait des erreurs qu'il fait pas d'habitude du tout. Des en avant sur des passes simples, tu sentais qu'il était pas hyper en confiance. Farrell, j'ai vraiment trouvé déstabilisé sur ce match et Ford inexistant. Et je dirais aussi que la sortie de Manu Tuilagi très tôt dans le match leur a fait aussi du mal parce que Manu Tuilagi c'est vraiment celui de la rampe de lancement, enfin c'est celui qui va percuter sur les premiers lancements de jeu anglais. C'est un mec qui est solide et qui vraiment apporte la dimension physique à la ligne arrière anglaise et quand il n'a pas été là, Jordan Joseph il a vraiment été un ton en dessous clairement. Donc voilà, l'entrée de Joseph aussi c'est dans les flops. Dans les flops je mettrais aussi l'arrière, le jeune Furbrink qui faisait sa première sélection avec les Anglais. Et bon, c'était un contexte très difficile, il n'a pas été mis en confiance par ses coéquipiers, mais pour une première il a vraiment pas montré grand chose. Tu le sentais un petit peu perdu sur le terrain, c'était très difficile pour lui, je l'admets, mais pour moi il n'a pas du tout été bon. Et bon, on va peut-être pas l'assassiner tout de suite, mais il faudra lui redonner sa chance. Mais bon, pour ce premier match, pour moi c'est raté de la part de l'arrière de Northampton. Dans les flops, je mettrais aussi Contrelos en 3ème ligne, que j'ai pas trouvé au niveau qu'il a quand il joue en 2ème ligne. Donc voilà, flop Contrelos aussi. Je mettrais aussi Jamie George qui est sorti très tôt, qui d'habitude a une vraie influence sur le jeu anglais, qui te met dans l'avancée. Et là, on l'a très peu vu finalement, Jamie George. Donc c'est un joueur qui doit avoir beaucoup plus d'influence dans cette équipe. Et là, je l'ai pas vu du match. Et sinon, côté français, dans les flops, je pourrais mettre un peu le banc, qui a vraiment qui a eu du mal à rentrer dans le match. Le banc français, il y a eu des soucis en mêlée. Et plus particulièrement, je mettrais Bamba. Bamba, c'est un joueur qui, normalement, après la Coupe du Monde, où il était blessé et qu'il n'avait pas pu participer, et même au tournoi 2019, on se disait que ça allait être un titulaire indiscutable dans l'équipe. Et quand on a vu Aouas titulaire, on a été plutôt surpris. Et finalement, je comprends totalement ce choix. Bamba, c'est un joueur qui a un très gros potentiel, qui avance à chaque fois qu'il a le ballon. Mais s'il n'est pas capable de tenir en mêlée, comme ça a été le cas sur la fin de match contre les Anglais, tu peux pas te permettre de le faire jouer titulaire. Vraiment, il faut qu'il fasse des progrès dans la discipline et la rigueur. Et c'est pourquoi, selon moi, Galtier l'a pas fait jouer tout simplement. On a besoin d'une mêlée solide, d'un mec qui soit discipliné dans les rucks, tout ça,
en pilier droit, et Aouas a bien mieux rempli ce rôle que Bamba sur ce match. Voilà, chapeau à Galtier d'avoir fait jouer Aouas à la place de Bamba. Maintenant, on va essayer un petit peu de se projeter et se demander quoi attendre de ce nouveau 15 de France sur la suite du tournoi. Alors pour moi, on a vu une équipe très prometteuse qui a montré de très belles choses sur ce premier match. Et je dirais que cette victoire, en plus, elle a un petit plus parce que les années où on a battu les Anglais récemment, bah, tu sentais pas une telle maîtrise face à des vice-champions du monde comme ça. Genre en 2018, je me souviens que c'est un petit peu tiré par les cheveux. 2014, c'est un essai à la fin. Tu sentais pas une telle maîtrise dans le jeu français. Donc vraiment, ça c'est un gros point positif pour l'équipe de France. Et bah pour la suite de la compétition, on peut qu'être optimiste. On se dit que là, le prochain match face à l'Italie, ça devrait être une formalité et vraiment, il va falloir aller chercher le point de bonus. Mais attention quand même à bien rester concentré, à pas se croire trop beau. Hein. C'est pas parce que tu as battu l'Angleterre une fois qu'après tu dois déjà parler de grand chelem ou quoi. On doit prendre les matchs les uns après les autres. Hein. On est une équipe qui doit se reconstruire, donc on va vraiment procéder étape par étape. Au niveau des gros points positifs, comme j'en ai parlé, tout simplement la troisième ligne qui est vraiment de niveau international, là on n'a pas trop de doutes. La deuxième ligne ça va, Leroux extraordinaire, mais Villemc on avait des doutes et franchement il a tenu son rang. Il n'a pas été extraordinaire, on l'a pas beaucoup vu, mais vraiment dans le travail de l'ombre il a été présent. La première ligne, celle qui était titulaire, c'était solide dans le jeu. Après, bien sûr, le gros point noir de ce match France-Angleterre, c'est la conquête. La mêlée, comme je l'ai dit, quand les remplaçants sont entrés. Et aussi la touche, et là vraiment la touche quand tu joues face à un des meilleurs, presque le meilleur alignement j'ai envie de dire du monde avec l'équipe anglaise, tu vois que tu as encore du travail à faire, et là j'espère que Rachid Ghezzal va bosser, mais bon de toute façon la touche, les mêlées, des trucs comme ça se travaille à force de répéter les mêmes gestes, tu vas acquérir des automatismes, et là je dirais que vraiment ça se voyait la différence entre une équipe expérimentée qui a les mêmes schémas de jeu depuis 5 ans et une équipe toute nouvelle qui doit un petit peu apprendre à se connaître. Donc voilà, pour moi c'était un point noir, mais ça va se régler au fur et à mesure du temps, et je pense que va falloir régler les lancers et les annonces pour les touches, et qu'au final on va acquérir des automatismes. On a des bons sauteurs, hein, Kroos, Olivon, tout ça. Leroux c'est capable de bien sauter. Donc je me fais pas trop de soucis, je dirais que ce qui manque c'est des automatismes, et ça va se travailler à l'entraînement, en match. Et il faut pas oublier quand même que tu joues contre Trelos, Itoje, des mecs comme ça, ils sont incroyables en touche, et ils sont vraiment capables de chipper un max de ballons. Donc tu jouais contre presque le meilleur alignement en touche du monde, donc c'est pour ça qu'il faut peut-être un petit peu relativiser les ballons perdus en touche, mais comme j'ai dit, ça viendra avec le travail et la répétition des combinaisons de touches. Sinon, la ligne arrière, j'ai bien aimé. Après, je vais avoir un petit souci sur le point de vue défensif, parce qu'on a vu que Ratez, les 2 1 contre 1 qu'il a face à Johnny May, il coupe trop tôt et il laisse partir, et on sait que dans le 1 contre 1, Ratez, c'est pas le plus costaud. Donc voilà, Ratez, je préfère quand même avoir un Penaud qui est là, même s'il a fait un bon match offensivement. Ratez, j'ai des gros doutes sur sa capacité à défendre sur des ailiers comme, je sais pas, au Pays de Galles, George North ou Josh Adams, ou des joueurs comme ça. Donc voilà, il y a quand même quelques doutes sur les ailiers en défense. On sait aussi que Teddy Thomas, c'est pas le meilleur défenseur au monde, hein, parfois. Il oublie presque son vis-à-vis, mais là quand même, il y a une action où il chope May au dernier moment, ou il chope Deli, je sais plus lequel, et sinon il pourrait y avoir essai en début de match. Donc il a fait des bons plaquages, on l'a très peu vu par contre le reste du match. Je dirais aussi qu'en couverture qu'il aurait peut-être pu faire un petit peu plus d'efforts, mais après c'est le choix du 15 de France de vraiment laisser que le 15 en couverture, et bon Boutier il s'est très bien débrouillé là-dessus. Donc voilà, je dirais qu'on a quelques petits soucis sur la défense sur les ailes, mais après quand Penaud va revenir, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Après c'est juste de la concentration, parce que Thomas il a clairement le potentiel pour être un défenseur correct au haut niveau. Sinon au niveau de la charnière, je dirais qu'on a vraiment trouvé une charnière pour la suite du tournoi, et en plus on sait que s'il y a une blessure, t'as pas trop de soucis à se faire, hein. Si Ntamak se blesse, t'as Gélibert et Carbonel qui vont être capables de vraiment
prendre leur place sans prendre sa place sans trop de soucis. On a du talent à ces postes-là, donc je me fais pas trop de soucis. Dupont, il a joué tout le match, et ça, je trouve que c'est un bon choix de Fabien Galtier, parce que tu sentais que c'était vraiment lui qui dirigeait un peu tout sur la fin de match, et qui vraiment gérait les temps forts et les temps faibles de l'équipe de France, donc fallait pas le faire sortir selon moi. J'ai rien contre Serein, mais c'est juste qu'après une telle performance, Dupont, je l'aurais laissé, et c'est ce qu'a fait Galtier, jouer tout le match. Après, je dirais aussi qu'on a peut-être eu un petit souci avec Vakatawa. On l'a senti sur le début du match, il s'est fait mal au bras et au biceps, et on l'a senti vraiment diminuer. Après tout le reste du match, il a fait son match, mais tu sentais qu'il était quand même diminué, et notamment sur les phases offensives, on l'a très peu vu après. Donc voilà, Vakatawa, il y a peut-être une petite interrogation à savoir s'il est blessé ou pas. Moi, je prendrais pas trop de risques, je le ferais pas jouer bêtement pour rien contre l'Italie. Donc voilà, pour l'Italie, ce serait peut-être l'occasion de tenter peut-être un Arthur Vincent, ou alors essayer le Jalibert Ntamak en 5-8ème pour vraiment déstabiliser les Italiens, qui ont une équipe absolument complètement désorganisée. Donc voilà, je dirais de pas prendre de risques. Après, Penaud, je crois qu'il est déjà forfait, mais s'il est blessé, ça sert à rien de prendre des risques contre l'Italie. Moi, je laisserais Boutier aussi en 15. Faut qu'il prenne des repères. Il a été très bon sur le premier match. Là, faut qu'il enchaîne. Donc voilà, je dirais que je suis plutôt optimiste pour le 15 de France pour la suite du tournoi. Après, vraiment, ça va être prendre les matchs un par un. L'Italie, je me fais pas trop de soucis. Mais après, le Pays de Galles, on sait que ça va être très compliqué. J'espère qu'on aura un esprit revanchard après la dernière Coupe du Monde. Et après aussi, tu auras un déplacement pas facile contre l'Écosse, qui a vraiment montré de belles choses contre l'Irlande. Et le dernier match à domicile contre l'Irlande, va falloir aussi le gagner. C'est peut-être le plus facile des 3 derniers matchs, celui normalement contre l'Irlande à domicile, mais faire attention quand même, il va falloir rester très concentré et rigoureux dans le travail. Donc voilà, maintenant on va un peu s'intéresser aux 2 autres matchs très rapidement du tournoi et vous donner un petit peu mon avis dessus. Alors le tournoi a débuté par un Pays de Galles-Italie au Millennium Stadium. Alors là, on a clairement vu que l'Italie, c'était absolument n'importe quoi. Il n'y a aucun placement, aucune organisation. Et le Pays de Galles s'est imposé vraiment sans trop de soucis. Ils n'ont jamais douté dans le match. Les Italiens ont été incapables de transpercer la défense galloise. Les Gallois sérieux. On a encore vu qu'ils avaient vraiment du gros potentiel dans les lignes arrières. S'il y en a un qui se blesse, c'est pas grave. Il y a forcément un remplaçant qui est presque au même niveau. Donc le Pays de Galles assez impressionnant. Après, c'est à relativiser aussi, c'était l'Italie, donc voilà. J'ai pas grand chose à se dire sur ce match, si ce n'est que Josh Adams a encore mis plusieurs essais, et que lui vraiment va falloir le surveiller contre la France. Et quand je parlais justement de la défense, il va vraiment falloir faire de gros efforts face à lui. Et sinon, le deuxième match, c'est celui qui m'a le plus intéressé. Et là, vraiment, j'ai été en colère, vraiment, pendant le match. Après, notre arbitre français, Monsieur Reynal, pour moi, il a eu un arbitrage très discutable, on va dire, et pas vraiment en faveur du jeu. Il a privilégié l'équipe d'Irlande qui est très limite aussi sur les zones de hors-jeu et sur les grattages, plutôt que l'équipe d'Écosse qui essayait de donner vraiment une belle dynamique au jeu, qui essayait de jouer. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment décevant de sa part d'avoir plutôt favorisé l'Irlande et leur jeu stéréotypé, plutôt qu'une équipe d'Écosse joueuse. J'ai adoré ce qu'a essayé de mettre en place l'Écosse. Hastings a plutôt bien comblé l'absence de Farrell. Vraiment, je suis déçu, et si j'étais écossais, j'aurais vraiment le seum, parce qu'ils ont fait une très belle partie. On a vu des beaux lancements de jeu avec Sam Johnson et Hugh Jones au centre, et plus particulièrement Sam Johnson, que j'ai vraiment bien aimé. Les Irlandais, eux, ils ont remarqué un essai à l'irlandaise tout moche. C'est ce qui leur a permis de gagner le match, et surtout ce qui m'a vraiment déçu, c'est les 10 dernières minutes. Monsieur Reynal a vraiment, je trouve, favorisé quand même les Irlandais. Et j'étais déçu pour l'Écosse qui était vraiment venu avec de très bonnes intentions et qui ont montré un beau visage sur ce premier match. Je trouve que l'Irlande n'a pas du tout à se réjouir de cette victoire, et que l'Écosse a fait une très belle performance, et que tout simplement ils méritaient cette victoire. Après, je trouve que peut-être, on va dire, pour peut-être aller un peu féliciter les Irlandais, on va dire qu'ils ont été plus réalistes, mais vraiment pour moi, dans le jeu, l'Écosse a montré un bien meilleur visage que celui de l'équipe d'Irlande.
Donc voilà, j'ai été déçu par l'Irlande. Il n'y a rien qu'à changer, c'est toujours la même chose, on s'ennuie quand on les voit. Et encore une fois, ils ont gagné grâce à de la réussite, grâce à du réalisme, mais bon, ils ne nous ont tout simplement pas du tout fait rêver. Et j'ai bien plus aimé ce qu'a essayé de mettre en place l'Écosse, donc j'ai hâte de voir ce que l'Écosse va faire à domicile contre les Anglais. C'est une équipe limitée mais vaillante et qui a de bonnes intentions, donc on va voir vraiment, ça va être intéressant de voir le match à Murrayfield avec des Anglais revanchards. Hein. Eddie Jones a déjà donné rendez-vous aux Écossais, lui qui aime bien parler, et là on l'a un peu fait excusez-moi du terme, mais fermer sa bouche face à l'équipe de France où il avait dit qu'il allait complètement nous écraser les jeunes Français, qu'il y aurait une dimension physique qu'on n'était pas prêt à subir tout ça, et puis au final on a gagné. Et en conférence de presse il était un peu calmé, le Eddie Jones, mais il n'a pas pu s'empêcher de lâcher un petit tacle aux Écossais en disant qu'il fallait bien les attendre à Murrayfield. Donc voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était Revan, on se retrouve très bientôt pour la suite de ce tournoi Destination et des débriefs des matchs de la France et des autres matchs du Destination. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. C'était Revan, salut!